11h GMT, midi partout au Sénégal. Bonjour et bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de ce journal, l'arrivée à Dakar du bateau de l'Espoir. Le navire hôpital Africa Mercy a jeté l'ancre au port de Dakar ce matin. 1500 candidats ont été présélectionnés pour bénéficier des prestations gratuites de ce navire hôpital. 4e anniversaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, recueillement à l'université et consternation dans la famille Faye suite à la réduction de peine dont a bénéficié le policier Sid Mohamed Bouraleb. Alourdissement des peines pour offense au chef de l'État, injure et diffamation par moyen de diffusion publique, Maître Djibril War propose de corser la note et créer la controverse. Avis du ministre aux travailleurs, comme le lendemain de la Tabaski hier, la veille et le lendemain d'Assomption ne sont pas des jours ouvrables. Les absences non justifiées pourront être sanctionnées, mais le ministre du Travail suggère que la question soit incluse dans le dialogue national. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le Burkina Faso en proie à des attaques terroristes. Le gouvernement veut renforcer la cohésion sociale pour faire face. Et en RD Congo, la liste du nouveau gouvernement toujours attendue. Pendant ce temps, le président nigérian interdit les importations avec des devises étrangères. Buhari a donné instruction à la Banque centrale. Merci Binta Diallo, le développement de tous ces titres dans quelques minutes. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Avec vous, le menu du journal des sports. L'Afro-Basket féminin 2019, jour de repos pour les Lions qui connaîtront tout à l'heure leur adversaire en quart de finale prévu jeudi. Ce sera à l'issue du match Angola-Kenya. On joue le deuxième quart-temps et ce sont les Angolaises qui mènent au score. Vous entendrez Cheikh Sarr sur les difficultés des Lions à bien démarrer le match. Le Nigeria, détenteur du trophée, encore impressionnant hier en dépassant la barre des 100 points. L'objectif reste rien que le titre. Et puis nous allons également parler du Mali qui a montré de bonnes choses lors de ces 2 matchs de poule. Rendez-vous tout à l'heure pour le développement de ces titres et un peu plus tard pour le journal de l'Afro-Basket. À suivre également la chronique du jour avec Mbaye Sidi Mbaye et puis la revue de la presse de ce 14 août. Ce sera avec Pape Bessidiba. Souleymane Niang. Et d'abord, cette information qui nous vient de Kaffrine où les corps de 2 enfants portés disparus hier ont été retrouvés tout à l'heure. Nous sommes en direct avec Omar Ndiaye, notre correspondante à Kaffrine. Omar Ndiaye, bonjour. Bonjour, Souleymane. Alors, ces 2 enfants portés disparus hier ont été malheureusement retrouvés ce matin. Quelles sont les informations que vous pouvez partager avec nous à ce sujet? Voilà, justement, Souleymane, nous sommes présentement à Mouille où les 2 corps sans vie des enfants viennent d'être récupérés par les chasseurs après que les populations les ont sortis des eaux. Il s'agit de talibés qui traversaient donc entre les villages de Taïba et de Kerdemba alors qu'il avait plu. Depuis plus de 15 heures d'horloge, les populations s'étaient lancées à leur recherche avant de les retrouver morts noyés dans les eaux. Le sous-préfet de la localité et le maire de Kakiote se sont déplacés sur les lieux ainsi que la gendarmerie. Mais Souleymane, il faut noter que les populations aussi demandent donc la construction de ponts et de routes. Et les corps des défunts ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Kaffrine. Nous y reviendrons avec plus de détails. Merci Omar Ndiaye. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. Et puis ce début d'incendie qui s'est déclaré ce matin à l'immeuble Faisal, plus près de la place de l'Indépendance. Les sapeurs-pompiers sont intervenus. Vous aurez également les détails dans nos prochaines éditions. RFM, partout, tout le temps. C'est dans le recueillement que les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont marqué le 5e anniversaire de la mort par balle de leur camarade Bassirou Faye lors d'affrontements entre étudiants et policiers le 14 août 2014. Les étudiants refusent d'oublier et disent plus jamais ça. Reportage Anna Rocha. Ils étaient à peine une vingtaine ce matin rassemblés devant le mausolée érigé en la mémoire de Bassirou Faye, là où l'étudiant a rendu son dernier souffle. 5 ans après, leur camarade est toujours dans leur cœur.
et leur esprit. Ousmane Cham est le président de la commission sociale des étudiants de la FASEG. Comme à l'accoutumée, c'est une journée décrétée noire dans toutes les universités sénégalaises. Et nous profitons aussi de cette occasion pour déplorer de tels actes et que de telles forfaitures ne puissent plus se reproduire au sein d'un espace universitaire. Le président de l'amicale des étudiants de Diourbel, ville natale de Bassirou Faye, a aussi fait le déplacement. Omar Ngom est venu en renfort, dit-il. Cela fait 5 ans que nous avons perdu notre camarade martyr diourbellois Bassirou Faye. Donc l'objectif de la journée était de faire des récitals de Coran pour prier pour le repos de son âme. L'amicale de Diourbel était en parfaite collaboration avec le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop qui devait gérer la journée Bassirou Faye. Donc nous, on est venus que pour les seconder, pour les épauler. Même si cette journée était dédiée à Bassirou Faye, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est également souvenu de Fallou Sène, cet autre étudiant tué par les forces de l'ordre un 15 mai 2018 à l'UGB. Du côté de la famille de Bassirou Faye, c'est la consternation après la réduction de peine dont a bénéficié le policier Sid Mohamed Bouraleb, condamné pour le meurtre de l'étudiant. Selon Ibrahim Sombel Faye, le frère du défunt, cette décision de la Cour d'appel de Dakar est d'autant plus surprenante que tous les témoins qui sont passés devant le juge d'appel étaient des supérieurs hiérarchiques du policier Bouraleb. Écoutons Ibrahim Sombel Faye au micro d'Anna Rocha. Bassirou Faye est un martyr parce qu'il défendait une cause noble. Il a été tué là où il étudiait. On l'a perdu. Donc ce qui reste à faire est que justice soit faite. Et je me souviens bien, lorsque le président avait appelé mon père lui a dit 2 choses. Que celui qui a tué mon fils soit reconnu, ensuite puni par la loi. Et que je puisse être face à lui et lui dire je vous laisse avec Dieu. Voilà, le meurtrier a été identifié par un étudiant. L'étudiant a bien fait la reconstitution des faits devant les experts de la police. On l'a pu amener aussi à l'école police. Il a pu identifier le policier parmi 108 policiers en 3 reprises devant tous les commissaires qui sont au niveau de ces zones-là et devant le procureur de la République. Juste pour dire que l'affaire est tout à fait claire. On sait celui qui l'a tué et il est actuellement en prison. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est quoi? Après le premier jugement, on l'avait condamné à 20 ans de prison ferme. Ils ont fait appel, ils ont amené des témoins. Et parmi ces témoins, la plupart d'entre eux, c'est les supérieurs des gars. Ce qui m'étonne. Il y a anguille sous roche. Et cela doit être vraiment souligné pour que la société civile, pour que le peuple sénégalais sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La peine a été réduite de 10 ans, ce qu'on déplore. Un policier qui devait défendre les étudiants parvient à les tuer. Il devrait purger une peine maximale. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Évoquons à présent cette proposition du député Djibril War. Dans Le Soleil du jour, il propose un alourdissement des peines pour offense au chef de l'État, injure et diffamation. Le responsable entend d'ailleurs saisir l'Assemblée nationale. Seulement, sa proposition ne trouve pas l'assentiment des organisations de défense des droits de l'homme qui parlent de recul démocratique, non sans évoquer le surpeuplement des prisons. Dossier réalisé par Georges Déthié-Diop. La proposition du député vise les infractions commises par tout moyen de diffusion publique, les délits d'injure, de diffamation et de déclaration mensongère contre des citoyens, des autorités institutionnelles, religieuses et coutumières. Pour Djibril War, il faut alourdir les peines. C'est diverses raisons, des raisons liées à la fois à nos valeurs, nos croyances à la fois culturelles, historiques et qui ont couronnant la pudeur. Et comme le dit la Constitution, la personne humaine est sacrée, mais que l'honneur et la dignité de la personne que garantit la Constitution. Les délits d'offense, d'injure, de calomnie à l'endroit des citoyens, également aux personnes qui incarnent les institutions, que ce soit le président de la République, et il y a les autorités, les magistrats, mais les religieuses. Des délits d'opinion pour la plupart du temps, au moment aussi où le surpeuplement des prisons est sujet à débat. Babacar Ba du Forum du Justiciable a un autre avis. Que nous sommes dans un contexte où parfois l'état de notre démocratie est indexé, on parle des prisons qui sont surpeuplées. Donc franchement, je ne vois pas même l'intérêt et l'urgence même de ça. Et aujourd'hui, il faudrait reconnaître que également nous sommes dans le domaine des délits. Donc c'est comme si on veut criminaliser aujourd'hui. Si aujourd'hui on alourdit les peines, cela quand même va favoriser davantage le surpeuplement quand même des prisons. Djibril War, pas d'accord. Il ne faut pas confondre liberté
et libertinage, fait-il savoir. Je m'adresse solennellement aux gardiens ou aux palefreniers des droits de l'homme. Le mot n'est pas de trop. Les droits de l'homme, la démocratie ne rime pas avec libertinage. Moi, je connais bien que tout ce qui vient le Sénégal ne serait la poubelle pour ces droits de l'hommiste-là, de nous faire imposer à bas des valeurs qui ne sont pas les miennes. Ceux qui veulent nous imposer la banalisation, c'est ça le programme, ces personnes-là. La banalisation des autorités. Nous avons des valeurs. Et ces valeurs, je crois bel et bien qu'on n'a pas besoin d'être un érudit quand même pour s'en convaincre. Mais malgré tout, Babacar Ba semble lui ouvrir les yeux et ne manque pas de propositions. Il suspecte d'ailleurs une criminalisation des délits visés. Parce qu'à l'état actuel de notre législation, c'est des délits qui sont sévèrement réprimés. Maintenant, vouloir les arrondir, c'est comme si aujourd'hui on est en train de les criminaliser. Parce que c'est différent. Si aujourd'hui on veut criminaliser ces délits-là, il faudrait le dire clairement. Mais quand ces délits-là restent un délit, je pense que la fourchette déjà proposée par le législateur, c'est une fourchette qui est acceptable. Maintenant, c'est autre chose de vouloir quand même les sortir dans le contexte des délits, du domaine du délit, pour les ramener dans le domaine des crimes. La proposition de Djibril War fait suite aux affaires Guy Marius Sagna et Adama Gaye, placés sous mandat de dépôt respectivement pour fausse alerte au terrorisme et offense au chef de l'État. Justement, l'activiste Guy Marius Sagna, entendu sur le fond du dossier, il est auditionné en présence de ses avocats sur le délit de fausse alerte au terrorisme qui lui vaut son incarcération depuis le 19 juillet dernier. Les membres du mouvement France Dégage se sont mobilisés au tribunal ce matin pour soutenir Guy Marius Sagna. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Et puis ce débat autour d'une éventuelle grâce dont bénéficierait Khalifa Sall ou alors d'un éventuel retour de Khalifa Sall, au Parti socialiste, celui qui était son directeur de cabinet politique à la mairie de Dakar, se prononce sur la question et trouve cette question-là inopportune, d'autant plus que selon Babacar Tchoiba, les divergences avec la direction du PS sur les orientations ne sont pas aplanies pour ce proche de Khalifa Sall. Ce qui préoccupe l'ex-maire de Dakar, c'est de rassembler au-delà du Parti socialiste pour un projet progressiste. Babacar Tchoiba était l'invité d'RFM Matin. Khalifa Babacar Sall reste socialiste. Il est socialiste depuis l'âge de 11 ans et il est encore socialiste. Mais aujourd'hui, Khalifa Babacar Sall a avec lui, autour de lui, des personnalités, des citoyens qui ne sont pas du Parti socialiste. Et il est important pour nous de prendre en compte l'adhésion et surtout le compagnonnage de ses camarades qui ont été avec nous dans des moments les plus difficiles. La deuxième chose, la source de divergence avec la direction du Parti socialiste n'a jamais été une question de personne. C'est une source de divergence liée aux orientations et aux stratégies du parti. Et il me semble que cette orientation, cette divergence qu'on a avec cette direction est toujours là. Et de ce point de vue, aller vers des retrouvailles dans le cadre du Parti socialiste ne me paraît pas opportun tant que la question des orientations et des stratégies n'est pas tranchée. Il s'y ajoute qu'au-delà des retrouvailles, ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de construire une gauche capable de faire face au régime libéral de Macky Sall. Cela veut dire que Khalifa veut se frayer son propre chemin. J'ai indiqué que Khalifa Babacar Sall a toujours dit, et il le répète encore, qu'il est socialiste. Mais il a l'ambition de rassembler et de s'ouvrir à toute la société pour construire un mouvement, un parti de gauche qui peut, bien entendu, être composé par les militants socialistes et par le Parti socialiste, mais nous pensons que ce mouvement-là doit être ouvert à toutes les forces de gauche, y compris aux citoyens progressistes. Et puis à la lumière du débat posé autour de la question de la grâce présidentielle en faveur de Khalifa Babacar Sall, nous vous proposons ce petit éclairage sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, concept très usité ces derniers jours. Pouvoir discrétionnaire désigne la décision laissée à la libre appréciation et au bon vouloir de l'autorité que représente le président de la République. Ces derniers, par ce pouvoir, disposent ainsi de moyens et prérogatives que rien ne semble pouvoir limiter. Pabès Diba.
Le président de la République dispose de ce que l'on nomme un pouvoir discrétionnaire. Cela signifie qu'en tant qu'institution, il a des moyens et pouvoirs que rien ne semble pouvoir arrêter. Éclairage avec le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Iba Barry Camara. Le président de la République est une institution. En tant qu'institution, il est en fait qui a été investi d'un certain nombre de prérogatives, d'un certain nombre de pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il faudrait comprendre qu'il relève donc de ces prérogatives, de ces pouvoirs-là, de pouvoir de manière souveraine apprécier de par sa seule volonté une situation déterminée et de prendre la décision qu'il considère comme étant la plus correcte. Donc là, il n'y a aucun autre moyen qui pourrait empêcher le président d'agir ou alors de prendre une décision. Il n'est pas lié par autre chose si ce n'est par sa seule volonté, par son seul pouvoir d'appréciation donc de la situation à laquelle il est confronté. Un pouvoir qu'il ne partage avec personne, mais pour Iba Barry Camara, son exercice est bien normal. Comme j'ai dit, en fait, toute situation, en fait, pour sa constitution, est assujettie donc à des conditions. Donc une situation juridique, lorsqu'elle se pose, c'est parce que certaines conditions ont été effectivement respectées. Et dès que ces conditions-là ont été respectées, maintenant, la situation-là, en fait, est soumise au président. Mais le pouvoir discrétionnaire, autant que l'article 80, continue encore de susciter un vif débat. Mais pour les juristes, seul un pouvoir populaire issu du peuple peut arrêter ce pouvoir absolu dont dispose le président de la République. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. On vous l'annonce depuis plusieurs semaines. Ça y est, le navire hôpital Africa Mercy a accosté ce matin au port autonome de Dakar. C'est vers 10h que le bateau hôpital est enfin arrivé à bon port. Dans une certaine discrétion, sur les premières vidéos enregistrées, l'équipe de Mercy Ships manifeste un enthousiasme total du côté du Sénégal. C'est la même perception et le ministère de la Santé, déjà à l'accueil, se dit fin prêt pour le début des opérations. Le point avec vous, Nafissatou Silla. Mercy Ships à bon port et tout est fin prêt, ou presque, pour débuter les opérations. La première phase des sélections de malades est presque bouclée. Dr Aloïs Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le bateau, comme vous l'avez constaté vous-même, vient d'arriver et le processus de sélection se poursuivant à l'intérieur du pays. C'est une sélection qui a rencontré une adhésion massive. Rien que sur Dakar, nous avions eu près de 1400 patients sélectionnés. À cette première sélection s'ajoute une deuxième sélection qui est organisée par l'équipe de Mercy Ships, accompagnée de l'équipe du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Une satisfaction manifeste du côté du ministère de la Santé. Permettre aux populations sénégalaises de pouvoir bénéficier de cette action humanitaire. Vous savez, il y aura près de 1500 interventions chirurgicales au niveau de ce bateau-là et je crois que c'est une action qui est à saluer. Du côté des populations, l'attente est toujours forte. Une ruée est notée au niveau des structures de santé élues pour la sélection. Pas de couac majeur à signaler et la première intervention est prévue pour bientôt. Les interventions chirurgicales devraient débuter en fin août, début septembre. L'équipe de Mercy Ships ne travaille pas seule, autant du point de vue phase de sélection que dans la phase de prise en charge chirurgicale. Dans la période de convalescence, même s'il y a un Hope Center qui va être à Anne-Belair pour le suivi immédiat post-chirurgical, les patients qui ne seront pas retenus à l'issue de la sélection pourront bénéficier d'une prise en charge chirurgicale gratuite de la part des chirurgiens sénégalais. C'est cet après-midi que se fera la cérémonie officielle d'accueil de l'équipe du Mercy Ships et ce sera avec la présence des parrains, à savoir le ministre de la Santé et de l'Action sociale et la première dame, Marième Faye Sall. Autre chose maintenant, les 500 tonnes de déchets toxiques qui étaient en souffrance depuis des années à l'usine Senchim de Thiaroye-sur-Mer seront bientôt incinérés dans les fours des cimenteries du Sénégal. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui est retourné sur le site ce matin, ce sera le dernier acte du plan d'action adopté après sa première visite de l'usine il y a 2 mois. Voici Abdoukarim Sall au micro de Salif Sow. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable avait, à la suite des signaux que nous avions reçus
venant des populations avaient effectué cette visite-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est rassurant parce que, vous le savez tous, que l'usine est presque mitoyenne avec les habitations. C'est la raison pour laquelle les populations avaient quand même raison de s'inquiéter parce que simplement à côté d'eux, il y avait des produits qui étaient classés comme des produits dangereux et qui pouvaient présenter des risques à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle nous avions pris les devants. Et aujourd'hui, force est de constater que, en rapport avec, bien entendu, les autorités de cette usine-là, les actions qui ont été retenues sont en train d'être déployées. Mais je dois signaler que l'ultime action, c'est de prendre ces produits, les envoyer hors de l'usine. C'est ça le plan d'action que nous avons retenu comme plan d'action ultime. Et je pense que nous sommes en train de voir qui va nous permettre de déboucher vers l'incinération à grande échelle des 500 tonnes que nous avions identifiées et que nous avions trouvées sur site. Et puis hier, nous évoquions avec le ministre du Travail la question des absences non justifiées au lendemain de la Tabaski lorsque ce jour n'est pas expressément décrété férié. Ce matin, Sambassi signe un communiqué dans lequel il rappelle les travailleurs à l'ordre et aux dispositions de la loi sur les fêtes légales. Tout autant que le lendemain de l'Aïd, Sambassi informe que la veille et le lendemain de l'Assomption sont des jours ouvrables, ce qui expose les agents qui s'absenteraient indûment à des sanctions. Surtout, le ministre du Travail suggère que la question soit débattue dans le cadre du dialogue national. El Haj Ndiogoudjen. Le ministre du Travail semble déterminé à mettre un terme aux absences injustifiées notées dans l'administration sénégalaise les lendemains de fête. Il rappelle ainsi qu'en application de la loi 7452 du 4 novembre 1974, les journées d'hier, lendemain de la fête de Tabaski, et d'aujourd'hui, sur lendemain de la fête de Tabaski, sont des jours ouvrables, tout comme la journée d'après-demain vendredi qui correspond au lendemain de la fête de l'Assomption que la communauté chrétienne va célébrer demain 15 août. Donc, présence obligatoire au lieu de travail, les jours cités sous peine de sanctions pour les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales. Le ministre Sambassi qui propose par ailleurs que la question des fêtes et du temps de travail soit intégrée dans le dialogue national initié par le président de la République en vue de solutions consensuelles. Selon la loi, il existe 16 fêtes légales au Sénégal, 8 fêtes chrétiennes que sont Noël, Toussaint, Ascension, Assomption, Pâques, lundi de Pâques, Pentecôte et lundi de Pentecôte. 5 fêtes musulmanes, Korité, Tabaski, Tamkharit, Mauloud et Magal de Touba. Et 3 fêtes civiles que sont le 1er janvier, le 4 avril et le 1er mai. Le temps de travail dans notre pays est de 40 heures par semaine, soit 8 heures par jour, du lundi au vendredi. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane Niang. Nous allons d'abord au Niger où 4 soldats de la force multinationale mixte ont été tués. À la suite d'explosions d'un engin dans le sud-est du Niger, ces 4 militaires tués appartenaient à la force multinationale mixte opérant dans le lac Tchad et contre Boko Haram. Amadou Sabarba. 4 militaires nigériens ont été tués dans la région de Difa, au sud-est du pays. Ils ont roulé avec leur véhicule sur un engin explosif près de Bosso, une cible régulière des raids du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Ces soldats tués appartenaient à la force multinationale mixte qui opère depuis 2015 dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram. Selon une source militaire, l'incident est survenu samedi dernier, mais il a été divulgué ce mercredi en raison de la fête d'Aïd el-Kébir, célébrée dimanche et lundi. La région de Difa est depuis 2015 le théâtre d'attaques de Boko Haram, dont des combattants se sont retranchés dans le lit du lac Tchad. Le 2 août dernier, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a regretté qu'en dépit des opérations militaires, Boko Haram fasse preuve de résilience. Et la semaine dernière, lors d'une réunion à Niamey des responsables militaires des 4 pays riverains du lac Tchad, que sont le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, et leurs alliés occidentaux ont décidé de mieux coordonner les renseignements pour lutter efficacement contre Boko Haram.
Burkina Faso, la cohésion sociale comme solution pour faire face au terrorisme. C'est une assurance du gouvernement burkinabé, protéger la cohésion sociale pour faire face au terrorisme. Les détails avec Daouda Diouf. C'est pour trouver des solutions face aux attaques terroristes depuis 2015 et aux conflits communautaires causant de nombreuses pertes en vie humaine, mais aussi d'énormes dégâts matériels que des gouverneurs et hauts commissaires ont signifié au gouvernement burkinabé que cette situation menace la cohésion nationale. Aujourd'hui, au pays des hommes intègres, il urge d'adopter des stratégies innovantes pour gérer cette crise et ce conflit, à défaut de les prévenir. Le Premier ministre Christophe Dabiré assure également qu'une stratégie nationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent est en cours d'élaboration. Ces gouverneurs et hauts commissaires burkinabés comptent se déployer dans le pays pour sensibiliser les populations sur la question de la cohésion sociale nationale. Binta Diallo, le président nigérian, dit non aux importations de denrées alimentaires dans son pays en devises étrangères. Mohamed Buhari, selon BBC Afrique, a ordonné à la Banque centrale du Nigeria de ne plus donner suite aux demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Une demande acceptée par la Banque centrale, ce qui a poussé beaucoup d'observateurs à se poser des questions sur l'indépendance de la Banque centrale par cette décision de ne plus commercer avec les devises étrangères. Le Nigeria veut protéger son économie locale, a dit le gouvernement nigérian. La République démocratique du Congo, toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Toujours pas d'annonce selon RFI, c'est parce que le Premier ministre congolais doit rencontrer le chef de l'État pour lui présenter la liste des personnes proposées au gouvernement. La composition du nouveau gouvernement Souleymane devrait être connue cette semaine. Merci Binta Diallo. RFI Sport. Quelques actualités sportives. D'abord, le beach soccer, le mondial Kids, se poursuit au Portugal. Deuxième sortie des Lions à 17h30 contre l'Espagne, un match pour se relancer. Après une défaite d'entrée face au Portugal, nous avons joint le capitaine et gardien Alseni Ndiaye. C'est vrai qu'hier, on a perdu lourdement contre le Portugal. Donc ça a surpris beaucoup de gens. Parce que je pense que c'est la première fois que le budget perd sur ce score. Donc ça nous servira de leçon. Ça nous servira de leçon pour les prochaines échéances. Bien vrai que c'est un tournoi, mais c'est un tournoi de préparation qui va nous servir de leçon avant la Coupe du Monde et les Jeux mondiaux. Hier, je peux dire que l'équipe avait sombré, donc l'équipe n'était pas concentré au début. C'est pour cela. Donc, on va rectifier le tir pour essayer de gagner aujourd'hui contre l'Espagne. On sait bien que l'Espagne est une grande nation de beach soccer. Mais comme on le dit, aujourd'hui, je pense qu'on verra un autre Sénégal. Donc, la défaite d'hier est oubliée. Les joueurs se sont concentrés sur le match d'aujourd'hui et on espère gagner, Inch'Allah. Alors, nous parlons du beach soccer et il s'agit du mondial Lito. L'autre match du jour va opposer à 18h30 le Portugal au Japon. Le Mondialito est un tournoi qui permet aux différentes sélections de se préparer pour la Coupe du monde de beach soccer. Football, la finale de la Super Coupe d'Europe oppose à 19h deux clubs anglais. Liverpool, détenteur de la Ligue des Champions, affronte Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa. Sadio Mané devrait être titulaire pour donc conquérir un second trophée pour les Reds cette année. Cette finale de la Super Coupe sera arbitrée par la Française Stéphanie Frapport. Elle devient ainsi la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure. Afrobasket féminin, donc 2019, les huitièmes de finale ont démarré ce matin au Dakar Arena, à la mi-temps entre l'Angola et le Kenya, 29 partout. Le vainqueur affronte en quart de finale le Sénégal, qui est au repos ce mercredi. Tous les résultats et réactions à suivre dans le journal de l'Afrobasket. Ce sera tout à l'heure avec Youssouf Bodian. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour est signée Mbaye Sidi Mbaye. Le silence est la meilleure parade pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui savent, qui n'ont pas un public de bonne écoute. Posez la question aux dessinateurs, aux musiciens, aux chanteurs, mais surtout aux lecteurs férus d'incantations religieuses,
aux soufis et autres moines et curés plongés dans leur atmosphère paranormale ou pré-religieuse. Il paraît qu'à l'approche des grandes décisions et de grandes mutations civilisationnelles s'installe toujours partout alentour un silence divin, car le silence divin s'impose sans bruit. Dieu est silence. La réflexion productrice est sans bruit, toujours propice au renouvellement. Pourquoi croyez-vous que les prophètes de Dieu, avant chaque grande décision concernant leur communauté ou de nouvelles orientations impliquant le sort de l'humanité, se réfugient-ils dans les grottes, ces abris naturels des montagnes? Ces endroits sont souvent vides de témoins. Dieu aime le secret, tel qu'il a créé la nature, son décor naturel et les êtres vivants. Ainsi est clos le débat véniel sur l'art corrigeant la nature. Acceptons et reconnaissons une fois pour toutes que c'est l'art qui s'inspire et continuera toujours de copier la nature. Alors ce sera toujours vanité de penser et de proclamer que l'art corrige la nature. À mercredi prochain. RFM, la presse du jour. Intégrer une grande école. Le groupe ISM à Dakar, pionnier et leader de la formation en Afrique de l'Ouest et membre du groupe Galileo Global Education, premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, vous ouvre ses portes. En licence ou en master, faites le choix d'une formation accréditée. En école de management, en école de droit, en école d'ingénieur informatique et digital ou au Madiba Leadership Institute. À l'ISM, construisez dès aujourd'hui votre parcours et préparez votre carrière. Today ISM, Tomorrow the World. Info 221 33 869 76 77 ou sur www.groupeism.sn. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous offre la revue de presse. La presse de ce mercredi 14 août 2019 est lue et commentée par Pape Besdiba. Bonjour. À la une, le Parti démocratique sénégalais et les changements de Wade accueillis par une vague de contestation. Pour Le Soleil qui en fait son ouverture, c'est un remaniement qui passe mal. Ces changements induits par le remaniement concernent notamment le secrétariat général national, le collège des secrétaires généraux adjoints, le pool des porte-paroles du parti et le collège des conseillers du secrétaire général national. Mais ces décisions du pape du Sopi n'ont pas fait que des heureux. Tout au contraire, Le Soleil souligne ainsi qu'après Maître Elhadji Amadou Sall et Babacar Gaye, c'est au tour d'Amina Sarr de décliner le poste à lui confié par Wade. Wade qui, d'après l'enseignant-chercheur à l'UGB, Maurice Soudia-Guion, semble vouloir institutionnaliser le pouvoir d'influence de Karim Wade. Dans tous les cas, pour Le Quotidien, le secrétaire général national du PDS n'est plus maître du jeu, contesté qu'il est par ses élèves d'après sucré salé, dont le biétiste. Ces cadres du PDS sur lesquels l'ancien président Abdoulaye Wade comptait pour faire avaliser sa manœuvre d'offrir à son parti de son vivant n'ont pas voulu avaler la couleuvre sans claquer la porte. Ils n'ont néanmoins pas caché leur mécontentement. C'est dire que pour sucré salé, le temps des moutons de Panurge est dépassé au PDS. Les Wade pris à partie, selon l'Observateur. Ali Ndiaye, responsable libéral, indique d'ailleurs dans les colonnes du journal que ces gens sont en train de s'organiser à des niveaux élevés et insoupçonné pour faire face à Maître Wade. En attendant, parlons de non-libération de Khalifa Sall. Walf Quotidien se veut clair. Macky Sall fait chanter Khalifa. Pour mon confrère, dans cette affaire foncièrement politique, Macky Sall cherche une porte de sortie lui permettant de tirer en même temps son épingle du jeu. Grâce contrariée, titre enquête expliquant que la grâce est suspendue à une demande qui doit venir de Khalifa Sall ou de ses proches. Pour l'Obs, cependant, aucune demande de grâce pour Khalifa n'a atterri sur la table du président. Le journal du groupe Futur Média renseigne
que tous ceux qui avaient pris l'engagement de déposer sur la table du président de la République une demande de grâce ne sont finalement pas passés à l'acte. Même le fils de Pape Babacar Mbaye, Léopold, a semblé reculer, mais précise l'Obs, la libération de Khalifa est désormais une question d'heure. Restons avec l'Obs pour reparler de la drogue saisie au port de Dakar. Fin de cavale pour V. Diop et M. Diaye. Tous deux transitaires, premiers à atterrir dans le panier à salade de Locrétis. V. Diop, informe l'observateur, a été cueilli chez lui alors que M. Ndiaye est tombé aux Parcelles Assainies. Voilà donc qui allonge la liste des personnes interpellées dans cette affaire de 1038 kg de cocaïne. Une affaire qui connaît un rebondissement spectaculaire. Les informations obtenues par l'Obs attestent que les 2 cargaisons de cocaïne saisies dans les navires de Grimaldi étaient destinées au marché sénégalais et non à celui de l'Angola. En sport afro-basket féminin, le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale. Les Lions note record vont croiser le vainqueur du match Angola-Kenya en 8e de finale. Bonne lecture à toutes et à tous. Le groupe ISM, leader de la formation en Afrique de l'Ouest, vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir écouté. Un dernier rappel des titres avant de retrouver Youssouf Bodian pour le journal de l'Afro-Basket. 2 enfants portés disparus hier à Kaffrine, retrouvés morts noyés ce matin. Nous en avons parlé avec notre correspondant Omar Ndiaye sur place. Alourdissement des peines pour offense au chef de l'État, d'injure et de diffamation par moyen de diffusion publique. Maître Djibril Ouar propose de corser la note. Les organisations de défense des droits de l'homme rejettent totalement l'idée. Avis du ministre aux travailleurs, comme le lendemain de la Tabaski hier, la veille et le lendemain d'Assomption, sont des jours ouvrables. Les absences non justifiées pourront être sanctionnées, mais le ministre du Travail suggère que la question soit incluse dans le dialogue national. Et puis Africa Mercy jette l'ancre à Dakar. Le bateau hôpital de l'ONG Mercy Ship est arrivé au port ce matin. C'est pour opérer quelques 1500 personnes. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon appétit et surtout une très bonne suite des programmes. Dans un instant, Youssouf Bodian s'installe pour le journal de l'Afro-Basket. Merci d'avoir écouté encore une fois. Vous êtes sur RFM, Radio Futur Média. Merci de rester à l'écoute de la Radio Futur Média, le journal de l'Afro-Basket, que nous démarrons avec les 8e de finale qui ont démarré ce matin. À l'instant, au Dakar Arena, l'Angola affronte le Kenya. Nous retrouvons notre reporter Soda Cham. Bonjour. Bonjour Youssouf Bodian et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Futur Média. Alors, faites-nous le point de ce match, le premier 8e de finale qui oppose l'Angola au Kenya. Voilà, Youssouf, un match très serré entre l'Angola et le Kenya. Actuellement, on joue le 3e carton et reste encore 3 minutes 34 secondes à jouer pour ce carton. Et retenez que c'est l'Angola qui domine 38 à 35 pour Kenya. Donc c'est très serré. Depuis le premier carton, on a noté cela, 15 pour Angola, 12 pour Kenya. Le deuxième carton à la mi-temps, c'était 27 pour Angola et 29 pour le Kenyan Youssouf Bodian. L'Angola, c'est quoi? C'est une équipe angolaise qui a des difficultés ou sont les Kenyans qui sont en train de se révolter? C'est cela, Youssouf Bodian. L'Angola, c'est une très bonne équipe, mais le Kenya aussi ne se laisse pas faire. On l'a vu depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'entame de cette rencontre, mais aussi depuis l'entame de la compétition. N'oubliez pas que le Kenya, malgré ces 2 défaites, affiche un très bon jeu. Les filles font tout pour contrecarrer les attaques mises en place par cette équipe angolaise. Et Youssouf Bodian,
N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres rencontres, mais avant cela, juste signaler que le vainqueur de cette rencontre va affronter le Sénégal demain pour les quarts de finale. Effectivement, rappelez-nous le score, Soda, avant de nous quitter. Actuellement, 40 pour le Kenya et 40 autant pour moi pour l'Angola et 35 pour le Kenya à 2 minutes 57 secondes à jouer pour ce quatrième quart-temps. Merci à Soda Cham qui nous suit donc. Pour nous, ce match-là entre l'Angola et le Kenya, elle l'a dit, le vainqueur va affronter le Sénégal. Ce match qui sera donc suivi à 14h de Cap-Vert RDC. Cameroun-Égypte à 16h30. Le dernier huitième de finale va opposer la Côte d'Ivoire à la Tunisie. Jour de repos pour les 4 premiers qualifiés en quart de finale. Il s'agit du Mozambique, du Nigeria, le Mali et le Sénégal, justement. Les Lions qui ont gagné leur deuxième match face à l'Égypte. C'était hier. Avant cela, ils avaient gagné face à la Côte d'Ivoire lors du premier match. L'équipe du Sénégal qui a souvent du mal à entamer ses matchs dans ce tournoi. Soda Cham a demandé les raisons au sélectionneur Chersar. Je vous propose de le suivre. Nous, on cherche l'explication. Jusqu'à maintenant, on cherche ça. Mais on a des objectifs clairs par carton. Le nombre de points qu'on cherche à mettre, on les met quand même. Mais c'est dans la 5e minute qu'on arrive à rentrer de Jojo et l'autre. Tout de suite, et on booste l'équipe pour courir. Je pense que c'est des choses à rectifier. Hier, on n'a pas beaucoup travaillé l'explosivité. Parce qu'on s'est entraîné à 21h. Mais c'était très compliqué. Il n'y a pas de lumière, il n'y avait rien. On s'est entraîné dans le noir. Donc voilà, ça peut expliquer ça. On n'était pas prêts. Mais il faut trouver une autre explication aussi. Avec les filles, on va parler. Chersar, donc, il va tenter de trouver la solution avant le quart de finale qui va opposer jeudi à 19h le Sénégal au vainqueur d'Angola-Kenya. Match donc en cours. Le Nigeria, champion en titre, sera opposé au vainqueur de Cap-Vert RDC. Les Lady Tigers, impressionnantes depuis le début de cet Afrobasket. Les champions en titre ont franchi hier la barre des 100 points face au Cameroun. Mais Aïcha Balarabé ne veut pas s'enflammer. L'objectif reste la conservation du titre. La joueuse nigériane que je vous propose de suivre. C'est important pour nous de battre le Cameroun qui nous avait dominés en 2015. Donc, en tant que championne en titre, il fallait qu'on s'impose. On est la première équipe à dépasser les 100 points dans cet Afrobasket. Mais l'essentiel pour nous, c'est de gagner. C'est notre objectif. C'est une victoire importante pour nous puisqu'on est venu pour conserver notre titre. Il reste encore de la fluidité dans notre jeu, mais on va continuer à travailler et rectifier pour la suite. Aïcha Balarabé du Nigeria, l'autre prétendant au titre, le Mali, qui s'est également imposé hier face à la RDC et se qualifie pour les quarts de finale. Les Maliennes vont rencontrer le vainqueur de Côte d'Ivoire-Tunisie. Surtout pas d'euphorie, prévient le sélectionneur malien Sylvain Lotti. La difficulté, c'était le match d'aujourd'hui parce qu'on avait un break de 2 jours. Et un break de 2 jours, c'est jamais évident. Alors on s'est entraîné avec foi parce qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait s'entraîner dur. On s'entraînait dur hier, mais c'est jamais évident de s'arrêter 2 jours dans une compétition. Là, on aura un jour de repos et ça risque d'être comme ça. Donc c'est très bien. Il faut surtout pas tomber dans l'euphorie et dire effectivement, on a de l'ambition, mais avant de penser à une demi-finale ou à une finale, il faut déjà penser au quart de finale. On risque de jouer, je pense, si je ne me trompe pas trop, contre la Côte d'Ivoire. On va être très vigilant, très méfiant, même si on a fait 2 matchs amicaux contre eux, mais elles n'étaient pas au complet. On repartira à 0-0. Donc on va essayer de répondre présent sur un match au coup près. Mais tous les matchs sont au coup près, mine de rien, dans ce format. On n'a pas le droit de se rater. Le Mali n'a pas le droit de se rater. Le Mali qui va jouer donc un quart de finale. Et puis le Mozambique, l'autre qualifié pour les quarts de finale, va affronter le vainqueur de Cameroun-Égypte. Match prévu aujourd'hui. Après 2 défaites, la RDC, invitée de cet Afrobasket, espère une qualification en quart de finale. Et cela passe par une victoire face au Cap-Vert. Match prévu tout à l'heure à 14h. Le sélectionneur congolais Papi Kiembe, que je vous propose de suivre.
Quand on s'engage dans une chose, il faut aller jusqu'à la fin. Et je n'aimerais pas trop me répéter sur ça, ce n'est pas une excuse. Hier, nous avons subi la fatigue, mais aujourd'hui, je dis par rapport à la manière dont nous avons préparé notre équipe, c'est plus dans les rotations que nous avons des difficultés. Et là, maintenant, comme je suis en train de le dire, focalisons-nous sur l'avenir. Le match le plus important, c'est le match que nous allons jouer demain. Et si nous qualifier, si nous arrivons en quart de finale, sûrement ce sera soit entre le Cameroun ou le Nigeria. Mais vous savez, il y a aussi des équipes qui commencent mal comme ça, mais qui se bonifient au fur et à mesure qu'ils sont en train de jouer. Et ça aussi, c'est une cause. Mais pour moi, personnellement, à ma manière de voir les choses, je le savais, mais je dis, on va quand même tenter le coup. C'est pourquoi nous avons fait un peu cette jonction entre les jeunes et les dada, comme je les appelle, c'est-à-dire les joueurs expérimentés, vu le peu de temps que nous avions. Mais bon, nous sommes en transition, comme je suis en train de dire, nous préparons une équipe d'avenir. Et je crois que ça viendra dans 2 heures, nous serons vraiment prêts. Le Congo sera donc prêt pour affronter le Cap-Vert et se qualifier pour les quarts de finale. Notez donc que le match en cours, c'est l'Angola qui affronte le Kenya. Ce sont les Angolaises qui mènent au score au 3e quart-temps. Ce sera suivi de Cap-Vert RDC à 14h, Cameroun-Égypte à 16h30 et Côte d'Ivoire-Tunisie à 19h. Merci donc à Aliouba qui a assuré la partie technique de ce journal de l'Afro-Basket présenté par Youssouf Bodjan. On se retrouve aux alentours de 13h30 pour la version Wolof. À 13h, retrouvez Momodou Mohamed Ndiaye pour le journal en Wolof.